Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lexique de la compétence. Acte. Action humaine considérée dans son aspect objectif plutôt que subjectif. Il n'est pas de meilleure expression pour rendre compte du passage à l'acte que celle de se jeter à l'eau. Qui ne se souvient de cet instant rare, celui où enfant, barbotant dans l'eau par quelques mouvements désordonnés, l'on ressent soudain cette sorte de miracle, d'arriver à progresser tout en gardant la tête hors de l'eau. Celui ou celle qui a appris assez tard à nager ou à monter à bicyclette peut se souvenir, encore à l'âge adulte, de cet instant particulier, de cette sensation fugace de jubilation. Car c'est presque contre nature, et dans l'ordre du miracle, que se déploie le déséquilibre dynamique du déplacement, de la natation, du déplacement à bicyclette. Il y a, à chaque première fois, un risque dans le passage à l'acte. Il faut dans ces moments, une certaine confiance en soi et au monde, en l'adulte qui se tient porté de l'enfant, et l'instant de joie qui l'accompagne est celui du triomphe, d'une victoire dans l'action qui, ne pouvant se préparer par la répétition, est réussie dans son instantanéité. Le miracle tient à ce caractère contre nature, du geste à accomplir. C'est particulièrement spectaculaire chez le tout jeune enfant qui fait ses premiers pas. S'incliner en avant jusqu'à presque tomber pour la marche, se lancer dans l'eau de tout son corps pour mieux en émerger, ou encore orienter la bicyclette par quelques mouvements brusques et raides des bras, dans une confiance toute artificielle en une trajectoire d'équilibre, artificielle car non issue au départ du ressenti de l'action. L'acte est à la fois nature et artifice. Artifice en différents sens. Au sens où il est engendré par l'homme, au sens où il semble échapper à sa propre nature, au sens où son issue a quelque chose de miraculeux. Et le miracle de l'acte est permanent, car au-delà de quelques moments marquants parce qu'ils ont été initiatiques, la question de la réussite et de l'échec, jusqu'à y compris dans les actes de routine, est en permanence à son origine et à son aboutissement. L'acte réussi est quelque part, l'acte validé on ne sait par qui ni pourquoi, et c'est la personne qui en ressort initiée, couronnée, en quelque sorte, par le succès, par le franchissement d'un obstacle, le passage d'une situation ancienne à une situation nouvelle. L'acte est ce qui émane du sujet, et induit une transformation de la relation entre le corps sujet et le milieu environnant. En tant que transformation de cette relation, l'acte est un événement et un événement subjectivement provoqué. Cette définition sous-tend un ensemble de propositions corollaires pour l'approche de l'action humaine. Tout acte comporte une dimension matérielle. Cela va des actes où cette dimension est la plus évidente, comme d'intervenir sur une machine-outil pour modifier la forme d'une pièce métallique, jusqu'aux plus ténus, et apparemment seulement les plus immatériels, comme une simple parole, onde sonore codée susceptible de créer une émotion très vive chez autrui ou encore un écrit, trace durable mais quasiment impalpable laissée sur le papier. À la source de l'acte, il y a donc, nécessairement, un mouvement du corps. Mais si l'acte, chez l'homme, prend sa source dans le mouvement du corps, il peut aller bien au-delà par la série des conséquences en chaîne liées à l'instrumentation de l'action. L'effet événementiel du mouvement de la main est amplifié par l'outil, depuis le propulseur du chasseur de la préhistoire, qui prolonge le mouvement du bras, accroît la puissance et la vitesse du projectile, jusqu'au dispositif moderne de production, installation de l'industrie chimique, qui obéit à l'opérateur par l'entremise d'un clavier d'ordinateur. L'outil, et plus largement l'environnement technico-professionnel du bureau ou de l'atelier, se présente alors comme un milieu de transition entre l'homme et la nature, milieu artificiel qui a pour fonction d'amplifier les mouvements du corps et d'en orienter les conséquences sur le milieu. En tant qu'événement, l'acte advient. Il ne suffit pas, pour qu'il y ait événement, qu'il y ait changement matériel et objectif dans le milieu matériel. Le changement qui se produit dans le milieu pour se constituer en événement, doit rencontrer l'être sujet. La plus petite modification du milieu physique, comme justement une parole ou un écrit, peut avoir des conséquences considérables en fonction de ses répercussions subjectives. Enfin et surtout, l'acte est un événement mais une catégorie particulière d'événements, en tant qu'événement provoqué. Certes, un changement opéré volontairement dans le milieu peut être de même essence physique qu'un changement de la nature. L'étincelle obtenue par le heurt de deux pierres peut être provoquée par l'homme ou résulter d'un effet de nature. Mais en tant qu'événement,
l'acte se distingue par sa source qui est nécessairement subjective. Ainsi donc, l'acte est par essence un fait de nature et un fait matériel, mais un fait qui part d'une origine subjective et modifie une subjectivité. L'événement provoqué peut l'être à l'égard d'autrui, dans un échange social, une parole ou une attitude de politesse par exemple. Il peut l'être à l'égard d'une finalité personnelle de l'action, allumer la télévision, se déplacer, travailler sur une machine, etc. Dans le second cas, l'acte advient à la subjectivité même d'où il tire son origine. Si la télé ne s'allume pas, je le constate et recommence la manœuvre. En tant que modalité événementielle, l'acte est le médiateur objectif de la subjectivité, de soi à soi, et de l'intersubjectivité, de soi à autrui. En tant qu'événement provoqué, l'acte est en définitive le moyen d'une intervention contrôlée du sujet sur le milieu et sur les autres. Certes, le défaut de contrôle existe aussi. L'avalanche de neige, par exemple, peut être provoquée accidentellement autant qu'elle peut l'être préventivement. L'accident, à moins de se produire de façon tout à fait extérieure à l'homme, comme une catastrophe naturelle, est généralement une modalité de l'acte. Car le mouvement physique une fois opéré, l'événement devient une aventure. Mais dans la grande majorité des cas, par l'acte intentionnel, le sujet agissant guide son propre rapport aux choses et aux autres, de même que, dans l'acte de parole, la recherche et l'entretien d'une interaction avec autrui guident le choix des mots. Acteur. Figure. Personne qui prend une part active, joue un rôle important. Dans un message passé par la ville de Marseille auprès de ses habitants, il est question d'être acteur de sa ville. Cela sous-entend pour chacun, de se sentir concerné et plus encore, responsable de ce qui s'y passe, depuis la participation à telle ou telle fête publique jusqu'à veiller à respecter la propreté des trottoirs ou être vigilant quant au bruit ou à la vitesse. Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre des expressions comme « être acteur de sa propre vie » ou à propos de tel décideur ou de telle administration qu'il ou elle est acteur du développement de son institution, de son territoire, etc. Dans son usage courant, on trouve le terme d'acteur associé à celui de jeu, dans l'expression également courante de jeu d'acteur. Cet usage du mot « acteur », tout à fait inflationniste aujourd'hui, est d'autant plus surprenant qu'il n'est passé qu'assez récemment dans le langage courant. L'usage banalisé semble être issu de la notion sociologique d'acteur social, peut-être mise sur le devant de la scène par des ouvrages qui ont connu un certain retentissement dans les années 70 comme L'acteur et le système, de J. Crozier ou encore Le retour de l'acteur, d'A. Touraine. Mais celle-ci est d'une toute autre portée que l'acception courante, et recouvre souvent des catégories analytiques, collectives et abstraites, signalées par leur fonction explicative dans l'évolution de la société. Les deux particularités de l'usage actuel du terme, le caractère transitif, acteur de, une certaine similitude avec l'action théâtrale, le jeu d'acteur, en dévoilent bien la portée sémantique. Un fondement stratégique, de l'acte, une distance irréductible entre la personne et le geste, aussi irréductible que la distance entre le comédien et son rôle. La proximité de la notion d'acteur avec celle d'auteur, mot relié par une même étymologie, nous porte à penser que ce qui est signifié dans l'action est moins le processus de déroulement de celle-ci ou ses effets, que l'entité qui est à l'origine du changement. Cette notion d'acteur est d'une utilité particulière dans l'analyse des faits sociaux, en tant qu'elle caractérise l'action par celui qui agit, individu ou collectivité, et ce rapport du sujet à l'action est conçu de façon à la fois globale, réflexive et longitudinale. La notion d'acteur associe donc l'action à une perception globale de l'entité agissante. Quand nous disons global, cela veut dire non limité à son rôle ici et maintenant dans l'acte. Dans le contexte d'usage du terme d'acteur, l'acte lui-même n'est que l'expression momentanée d'un jeu, c'est-à-dire d'un système d'interaction entre l'entité individualisée et son environnement. Il est le support d'une relation dialectique et continue, de co-institution, entre l'être qui est à l'origine du changement et ce changement même opéré sur le monde. Le terme d'acteur introduit l'être du sujet au centre du processus d'action, en tant qu'être autonome, dans une intrigue des rapports sociaux dont l'acte se fait le moment constitutif. Pourtant, le recours à l'acteur n'est pas un retour en arrière dans l'explication des faits de société. Il ne s'agit pas, sous prétexte de redécouvrir dans l'acte un rapport de conscience et de subjectivité au milieu,
de faire ressurgir les motifs conscients ou les raisons invoquées, comme seul registre de détermination des faits économiques et sociaux. La notion d'acteur doit être vue comme un passage obligé de l'explication sociologique, en tant qu'elle ne peut se soustraire à la nécessité de donner un statut à l'individualité dans l'explication des faits sociaux. La notion d'acteur, disions-nous, indexe l'action à une perception globale de l'entité agissante, non limitée à son rôle ici et maintenant dans l'acte. À ce point, la relation entre acteur et compétence devient évidente. Si ce à quoi sert l'action est bien in fine le produit matériel de l'acte, comme la maison est ce à quoi sert le travail du maçon, ce travail s'inscrit dans l'exercice d'un métier, et la façon dont le mur sera réalisé qui va manifester aux yeux de tous la compétence du maçon est aussi importante que le résultat final. Plus exactement, le résultat final est la manifestation d'une façon de faire, d'un mode d'opérer, garant du produit en tant que résultat immédiat et instrumental. La tension dans laquelle se déploie l'activité du maçon, la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art, prend sa source dans le métier et dans le sens que le maçon donne à son métier. En ce sens, le travail du maçon est un jeu d'acteurs, dans lequel une multitude de choses prennent leur importance dans la durée. Préserver une clientèle, être crédible aux yeux de ses fournisseurs et de ses collègues, préserver et entretenir une vie de famille, etc. Cette notion de jeu d'acteurs n'est pas contradictoire avec le caractère spécialisé du travail. Elle rend compatible, au contraire, le choix d'engagement de la personne dans une activité spécialisée comme saisie d'un horizon à la fois personnel et social, et la coexistence de nombreuses activités et préoccupations extra-professionnelles. La notion d'acteur se distingue également dans le champ des théories de l'action, par son caractère de réflexivité. S'il y a bien évolution en acte, des rapports entre la personne et son environnement, celle-ci n'est pas un retour heureux, un effet mécanique en écho de l'acte sur la personne. En tant qu'il entre dans une intrigue des rapports sociaux, l'acte et avec lui, le jeu des positionnements qu'il modifie, est inscrit dès son origine dans l'intentionnalité de l'auteur. La visée de l'acte dépasse la transformation immédiate du seul milieu, elle anticipe sur et oriente la modification globale de la relation entre la personne et son entourage social. En ce sens, l'étude de l'action sociale spécifiée par une théorie de l'acteur semblerait pouvoir intégrer la notion de stratagème, comme modalité qui serait en permanence associée à l'action. Le stratagème doit être conçu comme un modèle subjectif d'action issu d'une pensée consciente et d'une volonté d'anticipation sur les diverses conséquences de l'acte, à l'instar de la posture du joueur qui en permanence soupèse les risques et prévoit les scénarios possibles. Une telle hypothèse est certes bien trop forte pour définir ce qui oriente chacun des actes accomplis en société dans la vie quotidienne, en particulier au regard du caractère routinier de certains comportements. Toutefois, même dans un contexte d'une action chargée d'habitus, d'autres termes comme ceux de rigueur et de soin dans l'exécution d'un travail ou encore de prudence, d'habileté, dans la négociation, tendraient à montrer que l'orientation subjective de l'action, consciente ou inconsciente, réfléchie ou quasi-automatique, laisse place à l'aléa, aux opportunités des situations, à une part d'imprévisibilité dans les relations sociales. De telles expressions suffisent à évoquer la distance anticipatrice de la personne, distance réflexive mais non pas forcément réfléchie, inscrite à la racine même de l'acte, par laquelle la personne se saisit elle-même dans le mouvement de transformation que l'acte produit sur le monde. Enfin, la notion d'acteur est longitudinale. Là encore, l'illustration en sera fournie à partir du monde professionnel. Dans la mesure où le geste de travail s'inscrit comme phase d'un procès de fabrication, il obéit à la logistique des événements matériels nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Fabrication des pièces d'un moteur par ébauche puis finition, traitement des surfaces, assemblage, essai de fonctionnement, etc. Mais la série des gestes participe également de la réalisation d'une œuvre en tant que trace, signature et accomplissement de son auteur. L'adresse du geste professionnel et plus largement, la qualité de l'exécution d'ensemble d'un ouvrage ou d'un service, relève d'une posture de maîtrise sur le milieu et de progression par les apprentissages. Le contexte de transmission des savoirs entre les générations, dans lequel cette posture se construit, renvoie à la longue durée des trajectoires individuelles,
durée de vie des personnes, éducation enfantine, apprentissage des savoirs professionnels de base à l'adolescence, acquisition d'expériences professionnelles au cours de la vie adulte, et à la très longue durée des lignées intergénérationnelles, effet de reproduction des comportements sociaux en lien avec les origines familiales, etc. C'est donc la fonction médiatrice de l'acte, conçue dans ces trois dimensions coextensives. L'interaction sujet-objet, l'orientation réflexive du processus d'action, le recouvrement historicité, longitudinalité qui est au cœur de l'analyse de la notion d'acteur. Ce sont ces trois dimensions qui font de l'homme un acteur, catégorie distinctive au sein de tout ce qui entre dans les processus de changement, et notamment au regard des causes physiques, des agents naturels, etc. Au total, tout donne à penser que la sociologie de l'acteur ne saurait s'abstraire de l'échelon individuel dans l'étude de l'action sociale. En ce sens, la notion sociologique d'acteur conduit bien à rechercher les causes de changement de la société non pas dans des lois externes à la société et à ses membres, mais dans des catégories constitutives de l'organisation sociale et investies dans des processus d'action. Une sociologie de l'acteur conçue comme plateforme de critique sociologique est susceptible de se placer au cœur d'un questionnement borné à ses extrêmes d'une part par le rejet de phénomènes extrasociaux dans l'explication du changement social, d'autre part par le rejet des explications motivationnelles et des rationalités invoquées par les agents. Une telle sociologie doit s'affronter alors à une problématique dont la formulation laisse indemne, entre ces deux bornes, un espace malgré tout très vaste de conceptualisation de l'action. Agent. L'être qui agit, opposé à patient qui subit l'action. Ce qui agit opère, force, corps, substance intervenant dans la production de certains phénomènes. La notion d'agent est largement répandue dans les sciences économiques et sociales. Pourtant, prise dans son sens le plus large, elle va bien au-delà des actions et des organisations humaines. Elle équivaut parfois au terme général de cause, notamment dans des phénomènes de changement physique, agents de réaction chimique, agents atmosphériques, etc. Dans ce cas, l'agent est défini non pas en tant qu'être autonome et individualisé, mais en tant que dimension constitutive d'un processus de changement. Lorsqu'il entre plus spécifiquement dans le cadre des actions humaines, le terme d'agent revêt souvent la signification d'un intermédiaire dans des processus d'action plus vastes. Agent de liaison, agent de fabrication, sont des termes par lesquels la personne qui agit le fait par délégation, elle est chargée par d'autres de la réalisation d'une fonction. Si on pousse le terme d'agent à la limite de sa signification la plus restrictive, les conduites de l'individu pourront n'apparaître que comme vecteurs ou encore comme support de détermination sociale plus vaste. Dotée de certaines prérogatives d'exercice du pouvoir, telle personne est, en tant que cadre subalterne d'une organisation répressive, agent de domination en même temps que le jouet de sa propre aliénation, jusqu'à trahir la classe à laquelle il appartient. Autant l'usage courant du terme d'acteur cherche à saisir, dans les actions humaines, une transformation d'ensemble de la relation entre le sujet et le milieu environnant, autant celle d'agent ne signale l'entité agissante qu'au regard d'une fonction de transformation qui le dépasse et occupe, elle, le centre de ce qui est dit. L'agent n'est que le truchement de l'action. Algorithme 1. Un suite finie, séquentiel de règles que l'on applique à un nombre fini de données, permettant de résoudre des classes de problèmes semblables. 2. Ensemble des règles opératoires propres à un calcul ou à un traitement informatique. Calcul. Enchaînement des actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. La notion d'algorithme est séduisante, en ce qu'elle semble indiquer qu'il suffit, pour résoudre un problème, d'en connaître les règles opératoires préalables. Et c'est bien ce qui se passe en mathématiques, car c'est de l'univers des nombres que cette notion est issue, domaine dans lequel la codification et la stabilisation des énoncés problématiques permet quasiment une automaticité dans l'application des règles sans même avoir à en retrouver la raison initiale, les formules, qui sont des règles opératoires toutes prêtes. En va-t-il de même pour les opérations de transformation appliquées aux objets de travail ? Autrement dit, l'exercice d'un métier consiste-t-il à appliquer de façon quasi mécanique des gestes et des opérations efficaces qui seraient en quelque sorte prédéterminés ? Cela semble probable dès lors que les métiers consistent en de nombreuses opérations codifiées et qui font qu'un ouvrage n'est vraiment réussi que s'il a été réalisé dans les règles de l'art.
Pourtant, le monde de la production des biens mais surtout production des services, est loin d'être aussi stable, codifié et universel que le monde des mathématiques. Pour répondre à cette question d'un possible contenu algorithmique du travail, nous repartirons d'une notion bien connue des spécialistes de la sécurité dans les entreprises, celle d'arbre des causes, qui permet de reconstituer a posteriori les opérations et les processus qui ont abouti à un résultat, événement souhaité ou non souhaité dans l'atelier. C'est une méthode de diagnostic appliquée à un événement, généralement à un accident ou à un dysfonctionnement dans l'atelier, qui permet de remonter de l'événement lui-même jusqu'à sa source, afin de développer ensuite des stratégies de correction, modifier l'installation ou la machine, ou de prévention, former le personnel aux bonnes pratiques relativement à cet aspect de la fabrication. C'est ainsi que, suite à un accident survenu dans un atelier robotisé de construction automobile, le diagnostic établi a montré que les mouvements désordonnés du robot n'ont été provoqués ni par un défaut de la machine, ni par une erreur humaine, mais par une température ambiante anormalement élevée qui a déréglé le fonctionnement électronique de la machine. On était en saison d'été en région parisienne, à une époque des premiers temps de la robotique à grande échelle, années 80, et les robots avaient été installés dans un atelier traditionnel. L'action correctrice a été ici de pourvoir à une meilleure isolation des ateliers automatisés. Cet exemple montre dans quelles conditions la notion d'arbre des causes peut être rapprochée de celle d'algorithme, dans la mesure où elle prend en compte, dans les activités humaines, l'enchaînement de phénomènes voulus ou non voulus qui interfèrent avec l'agir humain. Peu importe que ces phénomènes relèvent directement de l'agir des personnes, de causes techniques ou même de ce qui relève des faits de nature, l'important est de décrypter le ou les maillons du processus opératoire qui a ou ont fait dévier le cours de l'action vis-à-vis d'un résultat attendu. Si l'on voulait appliquer la notion d'algorithme à des champs de l'agir beaucoup plus vastes que le seul domaine des mathématiques, on pourrait dire que la structure algorithmique de l'acte, et donc le déroulement logique et chronologique comportant les objets associés, est la relation structurale qui s'établit entre le changement produit sur lui-même par le corps propre, la posture, et l'ordonnancement matériel des choses dans le milieu environnant, moyens techniques et objets ouvrés. C'est en tant qu'objet matériel immergé dans le milieu physique que le corps humain en mouvement est susceptible de modifier et modifie nécessairement le milieu naturel. Lorsque le corps répond à une saisie objectale de soi par le sujet, en tant que corps parmi les corps, il est à la fois support et forme instrumentale de l'acte. Le déroulement ordonné de l'acte signifie non pas seulement que le sujet est capable de comportements rationnels, mais que la nature, les objets et les êtres qui la composent peuvent être traversés par l'initiative du sujet. Par le truchement de cette initiative, c'est l'instinct, l'intentionnalité, la rationalité qui traversent l'ordre de la nature. En outre, le recours à la notion d'algorithme dans l'analyse des actions humaines permet de ne pas limiter cette analyse au caractère d'intentionnalité de l'acte. Par le fait qu'il est corps, l'individu sujet fait partie de l'ordre des choses, d'un milieu unique qui s'impose à tous et au sein duquel les mouvements matériels des éléments qui le composent ont nécessairement des répercussions les uns sur les autres. Si, comme nous le voyons par ailleurs, l'acte est un événement provoqué, il y a algorithme de l'acte même lorsque celui-ci est provoqué de façon tout à fait fortuite et accidentelle. Tout acte, en tant que mouvement du corps, est susceptible de rencontrer des conditions contextuelles de réalisation qui vont donner à ce mouvement une suite, le mettre dans un enchaînement externe de causes et d'effets qui en oriente, en amplifie ou en minimise les conséquences. Le passage d'un skieur sur une plaque de neige instable est susceptible de déclencher une avalanche selon un processus algorithmique qui relie le mouvement du corps, le poids, la surface portante de la personne, l'état de la neige, le degré de la pente, etc. A contrario, l'algorithme de l'acte peut être traité par la négative, et l'événement peut être traité comme puissance de lui-même. Le déclenchement fortuit d'une avalanche en montagne va peut-être être envisagé négativement par la personne à travers l'appréhension du risque. S'il s'agit d'un montagnard expérimenté, il fera l'effort de contourner un passage jugé dangereux, voire même de s'abstenir de partir. Tout acte, intentionnel ou accidentel, est un système de provocation du réel en tant qu'il est réalisation d'un mouvement en contexte, susceptible de déclencher des réactions en chaîne dans le milieu environnant. 15.
Appliqué à l'analyse des contenus et des situations de travail, l'algorithme peut donc être entendu, comme dans l'univers des mathématiques, comme l'ensemble de procédures qui correspondent à et doivent être mises en œuvre pour la résolution d'un problème. Ces procédures étant définies alors comme incorporant l'ensemble des chaînes de causalité évoquées ci-dessus, l'algorithme peut être défini comme la raison transformationnelle de l'acte. Par l'usage de cette notion dans l'analyse des activités pratiques, on considère que celle-ci se prête à une interprétation à la fois opératoire, transformation pratique du milieu par l'opérateur, et dynamique, cours ou processus d'action. Si la notion d'algorithme peut servir d'appui pour une modélisation cognitive de l'activité et en particulier de l'activité de travail, l'usage de cette notion ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la méthode d'analyse non plus que son degré de pertinence. Dérivée d'une activité systématique de raisonnement formel, elle n'écarte pas tout risque d'une approche intellectualiste des activités pratiques. Algorithme 2. Parce que l'algorithme est une simple relation de causalité entre les mouvements du corps et les transformations du milieu, jusqu'à y compris les enchaînements événementiels les plus complexes, l'algorithme est un fait de nature, et il place les comportements humains sur le même pied que tous les faits de nature. Dans la mesure où c'est la relation de cohérence entre le mouvement accompli par le corps individu et le résultat obtenu sur le milieu environnant qui est observé par l'approche algorithmique des processus d'action, celle-ci n'introduit aucune distance a priori entre les actions humaines les plus intellectualisées et celles qui relèvent de l'émotion ou de l'instinct. On a vu d'ailleurs que cette approche permet également de traiter les effets non désirés de l'action. L'accident, en dehors de toute motivation ou raison particulière du sujet agissant, mais dès lors qu'il y a eu mouvement du corps, sujet et conséquence sur le milieu. On peut donc aller jusqu'à traiter de manière comparative, sous l'angle d'une approche algorithmique et heuristique, les actions et les mouvements de la vie animale et même végétale les plus simples et les plus primitifs. Pour illustrer toute l'étendue des rapprochements possibles, on prendra pour exemple le comportement de retrait, omniprésent chez les organismes vivants. Dans le monde végétal, c'est par exemple le comportement des plantes caduques, qui perdent leurs feuilles à la mauvaise saison et se retrouvent ainsi moins exposées aux rigueurs climatiques. Sans qu'il soit ici question de mobile, d'intention voire même de comportement d'adaptation, car c'est déjà une appréciation anthropocentrique, même si elle est trop souvent utilisée chez les spécialistes des sciences de la vie et des sciences humaines, on constate une relation de cohérence objective entre les comportements du vivant et les faits de milieu. On trouve également, dans tout le règne animal, un comportement réflexe de retrait depuis l'huître qui se rétracte au contact d'un corps étranger jusqu'au geste réflexe, mais néanmoins efficace, de l'homme dont la main entre en contact avec une plaque de métal très chaude. Chez l'homme, toutes les gradations sont possibles dans l'échelle qui va des réflexes les plus primitifs aux activités les plus conceptuelles. Dans un climat de conflit et de méfiance entre populations, cela va de la crainte quasi instinctive de l'individu à aller à la rencontre d'un inconnu, au comportement social de vigilance de la sentinelle qui identifie un drapeau ou un uniforme ennemi, jusqu'à une stratégie élaborée d'un état-major qui décide un mouvement de repli face à une armée supérieure en nombre et en armement. Ce qui change dans cette gradation, ce n'est ni le sens global de l'action, l'évitement d'un danger, ni la cohérence du comportement avec le milieu, la plus ou moins grande efficacité de l'action. De même, dans cette perspective, il n'y a pas de distance essentielle entre la réalisation d'un chapeau par un artisan à partir de quelques fibres végétales et la production d'une voiture par un groupe international de construction automobile. Dans une allure générale commune à tous ces actes, l'algorithme de l'évitement efficace, celui de la réalisation d'un ouvrage, ce qui change objectivement, c'est à la fois l'échelle temporelle et l'extension spatiale et collective de l'action. On peut alors en conclure que ce qui fait la diversité de l'activité économique d'un pays n'est pas autre chose que ce qui fait la diversité des activités d'une peuplade primitive, diversité qui renvoie aux fonctions fondamentales de la vie, se nourrir, produire, se mettre à l'abri, construire, héberger, entretenir sa santé, soigner, procréer et élever les jeunes, éduquer. En revanche, la différence essentielle entre une économie moderne et une économie primitive va résider dans la chaîne des médiations techniques et sociales,
infiniment plus longue dans la première que dans une économie qui en est restée à des procédés manuels avec des matériaux élaborés mais encore proches des ressources naturelles. Quelle que soit la complexité des chaînes de causalité à l'œuvre dans l'action humaine, celle-ci repose nécessairement sur la construction intrasubjective de l'acte dans la totalité de son processus de réalisation. Ce n'est pas un hasard si des artisans de génie comme Ashford, L. Renault ou encore de grands ingénieurs comme Thévenot sont arrivés à la tête d'un grand groupe industriel, voire ont amené celui-ci à une dimension mondiale. L'équation personnelle du dirigeant est ici, tout à fait centrale pour comprendre la genèse d'une grande structure industrielle. Car celui-ci préserve une intuition initiale et une relation globale de cohérence à l'ensemble de la chaîne technique et humaine du processus de production et de commercialisation. On retrouve ce phénomène intégrateur de l'action individuelle dans les notions anciennes de maîtrise et de chef d'œuvre, qui soulignaient que la capacité à diriger les autres tout au long d'un processus de production complexe relève de la capacité de le mener soi-même à son terme, à son chef. Il faudrait sans doute, pour étayer cet argument et l'illustrer dans les grandes innovations industrielles, montrer qu'à chaque fois il y a eu une idée centrale, une sorte de cellule, souche dans les représentations de l'action, qui s'est développée à partir d'une personne particulièrement créatrice ou d'un petit groupe. Certes, on connaît des inventeurs inspirés qui n'ont pas réussi à faire valoir leurs inventions. D'autres fois, c'est une intuition géniale et brevetée qui va être reprise par un ou des industriels, comme le principe de la souris d'ordinateur et celui du fenêtrage à l'écran, deux inventions attribuées à un même ingénieur américain et qui vont connaître une diffusion universelle. Parce que l'approche algorithmique des processus d'action dévoile l'unicité de sens et le contenu intuitif et donc éminemment subjectif de ces processus, elle place la compétence individuelle non seulement en toile de fond de l'innovation, mais aussi au cœur des processus de diffusion de l'innovation dans la pratique et dans le déploiement collectif des organisations. Autonomie. 1. Droit de se gouverner par ses propres lois. 2. Droit pour l'individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet. Quand il s'agit de faire exécuter un travail prédéfini, l'organisation collective s'accommode mal de l'autonomie des individus. La plus petite parcelle d'autonomie est source d'indécidabilité radicale pour celui qui utilise le travail d'autrui. Autant dire qu'autonomie et relation d'emploi ne font pas bon ménage. L'œuvre de Taylor s'inscrit dans cette contradiction et dans la recherche de son dépassement. Elle vise à donner à l'employeur, l'usager du travail, les moyens de décider directement du mode opératoire, en passant par-dessus l'épaule de l'opérateur lui-même à partir d'une prescription stricte de ce qu'il y a à faire. Ce vol du geste a été tout au long du XXe siècle, jugé par la société comme une des pires aliénations sociales qui soit, sans pour autant que les ouvriers aient trouvé un quelconque soutien dans leur lutte contre ce système, en dehors de leurs propres moyens de défense et en particulier le syndicalisme. Cependant, malgré l'adoption massive du modèle ou de ses formes apparentées de rationalisation du travail industriel, de nombreuses analyses devenues classiques en sociologie du travail ont bien montré l'écart qui existe entre la procédure formelle, prescrite par la hiérarchie et l'action effectivement accomplie par l'opérateur. 2 cas, au moins illustreront le caractère irréductible de l'autonomie au travail. Le premier est celui de l'incident critique. Une installation lourde de l'industrie chimique, autorégulée, donne des signes inquiétants de dérive, indicateurs de pression et de température qui s'approchent de la zone dangereuse. L'ingénieur présent sur les lieux ne peut que constater la chose sur les écrans de contrôle. Il est obligé de faire confiance au conducteur de l'installation. Celui-ci, par son expérience de la machine, est à même de la remettre sur les bons rails, selon des actions qui se décident dans la temporalité immédiate de l'incident et ne se décrètent ni ne s'expliquent sur l'instant. Le second est celui de la création d'usage, c'est-à-dire d'une adaptation de la machine par les ouvriers, aux procédures même d'utilisation ou d'entretien. Une machine devait être périodiquement immobilisée pour le changement d'une pièce d'usure, une bague dont le changement nécessitait le démontage d'une grande partie de la machine. Le mécanicien d'entretien a l'idée de remplacer cette bague par une pièce articulée, pouvant être retirée seule. De plusieurs heures, l'immobilisation de la machine est passée à quelques minutes. La transformation était toute simple,
mais là encore le concepteur de la machine n'était pas en situation d'en percevoir la nécessité. Il fallait que l'initiative émane de l'opérateur et d'une expérience in situ du travail. Pourtant, au-delà des questions du travail et dans son acception la plus courante, l'autonomie ne vise pas l'individu. Elle désigne la capacité d'une instance publique, pays, ville ou institution, à se diriger par elle-même, à s'orienter selon des lois, des règles ou des critères qui lui sont propres. L'autonomie de jugement ou d'action, en tant que système de règles et principes régulateurs de l'action, s'oppose donc aussi bien à la dépendance vis-à-vis des autres et du monde extérieur, que du seul arbitraire ou caprice de celui qui agit. L'autonomie rend compte d'une orientation réglée de la conduite. En ce sens, elle entretient un rapport d'équilibre entre un principe de plaisir et un principe de réalité, entre le jugement personnel et la règle collective. Ce va-et-vient entre jugement en conscience, sans appui extérieur, et contrainte ou norme extérieure, est nécessaire au discernement des situations que traverse l'individu, ne serait-ce que pour adapter les références préétablies dans le groupe social, ressources externes pour l'orientation de l'action, aux particularités d'une situation qui demande à la fois interprétation in situ et choix instantané. Si l'effet de la règle, appui ou contrainte, est plus visible dans certaines situations, l'autonomie n'est pas pour autant une propriété circonstancielle de l'action liée par exemple, au caractère indépendant de la personne ou à l'aspect contraignant de la situation. Tout acte et tout jugement se nourrissent, à leur fondement même, des éléments à la fois externes et internes à la subjectivité humaine. L'autonomie est une dimension structurale de l'acte, elle est coprésence nécessaire à l'acte, d'un ordre du sujet et d'un ordre de la société. Compétence 1. Une aptitude reconnue légalement à une autorité publique, de faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées. 2. Connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières. 3. Système formé par les règles, grammaire et les éléments auxquels ces règles s'appliquent, lexique, intégré par l'usager d'une langue naturelle et qui lui permet de former un nombre indéfini de phrases grammaticales dans cette langue et de comprendre des phrases jamais entendues. Comment se peut-il que la compétence soit à la fois un processus et un rapport ? Comment concilier l'exigence de la définir en tant que savoir éminemment subjectif, et dans le même temps la considérer dans son extériorité sociale, où ce qui compte dans la relation c'est moins la nature d'un savoir individuel que son usage dans la collectivité ? Conçue comme un recours indifférencié au savoir, la compétence n'est qu'une invocation naturaliste, consistant à répondre par une tautologie à la question fondamentale du faire. Le faire relève d'un savoir-faire. Tout se passe comme si l'on pouvait assimiler la compétence à une forme de savoir, mais à un savoir intimement lié à l'action. Cette tendance à l'assimilation compétence-savoir s'observe particulièrement dans des méthodes d'analyse et de description systématique des activités professionnelles, qui font correspondre à chaque métier ou famille de métiers, des capacités bien spécifiques conçues comme des assemblages de diverses modalités du savoir, savoir-faire, connaissances abstraites, capacités comportementales, etc. C'est le cas, dans l'univers de la formation professionnelle, des démarches d'élaboration des référentiels de diplôme, ou bien, dans celui de la gestion des ressources humaines, du repérage des trajectoires ou filières d'emploi, dans lesquelles sont censés se construire des parcours de savoir liés à des contenus de travail de complexité croissante. La description concrète de la compétence dans un métier ou dans une succession d'activités ne va pas, généralement, déboucher sur autre chose que sur la liste des opérations que la personne qualifiée effectue. Certes, les différentes opérations, comme dans l'activité du mécanicien, réparateur d'automobile, seront bien précédées d'un être capable de, comme pour bien rappeler qu'on n'est pas dans l'ordre d'un faire, mais dans celui d'une potentialité, mais cet être capable de n'apportera sur le plan de l'analyse du contenu du travail aucune valeur ajoutée. Tout au plus accolera-t-on à chacune des opérations effectuées la liste des notions techniques que l'ouvrier doit connaître pour réaliser chaque opération. Si le langage courant pour la décrire paraît suffisamment clair et accessible à tous, et c'est également le cas d'autres termes qui gravitent dans le même univers comme ceux de qualification, de métier, de profession, etc., la compétence demeure au détour du 21e siècle une énigme. Car c'est une chose d'exprimer l'idée de compétence, telle qu'elle se présente à nous dans l'expérience de tous les jours.
cela en est une autre de définir la notion de compétence, d'en délimiter les contours dans un champ conceptuel. Parée de l'évidence des choses les plus simples et les plus quotidiennes, elle se dérobe sans cesse à l'investigation théorique, comme ces papillons posés sur notre œil même et qui restent en permanence en bordure du champ de vision, quels que soient les efforts que l'on fasse pour les accrocher du regard. Énigme qui fascine de par les enjeux que l'on soupçonne pour l'évolution de la société, car la réalité qu'elle recouvre est omniprésente, à travers les questions qui touchent non seulement au travail et à la qualification professionnelle, mais plus largement à tout ce qui concerne les domaines pratiques de la vie quotidienne, la compétence à agir dans des activités aussi fondamentales que la parole, le calcul mental ou encore l'exercice du sport. Énigme qui irrite également, de par la sorte de mur du silence qu'elle oppose à toute tentative de mesure et d'objectivation. On ne la saisit jamais tout à fait ni dans son contenu, ni dans sa grandeur. Tantôt ce que l'on vise par le terme de compétence, c'est la personne elle-même, et la fonction exercée constitue le cadre implicite de l'appréciation. Monsieur X est très compétent, sous-entendu en tant que médecin. Tantôt ce qui est visé, ce sont des qualités appréciées indépendamment de telle ou telle personne, et indexées à la tâche ou à la fonction, les compétences nécessaires pour exercer le métier d'ajusteur, de médecin, etc. Cette dualité d'usage de la notion de compétence renvoie en réalité à une question scientifique de fond. Soit on considère la personne du sujet agissant comme primitive dans la relation à l'action, c'est le cas en psychologie, la situation d'activité est vue alors comme un espace d'expression et de développement de la personne. Soit on s'intéresse à la situation d'action proprement dite, détachée de la personne et pouvant être rencontrée par de multiples individus. Cette dualité nous la retrouvons dans des termes comme qualification. La qualification du poste en regard de la qualification de la personne, comme métier. Le métier comme un ensemble de règles de l'art en regard du qualificatif d'une personne qui a du métier. Plus largement, elle semble s'appliquer à tout ce qui touche à une forme de savoir, et le savoir mathématique par exemple, dans un registre plus abstrait et plus théorique, peut lui aussi être considéré tant du point de vue de la personne qui en dispose plus ou moins, que de formules et d'algorithmes nécessaires à la résolution de tel ou tel problème, indépendamment de celui qui les applique. Il faut bien le reconnaître, la définition de la compétence comme un savoir et un savoir de type opératoire est non seulement commode, mais elle est séduisante eu égard à certains faits emblématiques d'évolution de la société. Prise comme une délimitation opérationnelle du savoir, la question de la compétence peut être facilement transposée au plan collectif, et apparaître ainsi comme un levier très efficace pour la modernisation de nombreuses activités de production et de services, et plus largement pour le développement de la société tout entière. Le caractère éminemment stratégique de la compétence procéderait alors du raisonnement suivant. La compétence est un registre particulier du savoir. Un savoir technico-pratique distinct de la connaissance scientifique, mais étroitement articulé à elle. Directement en prise avec l'activité de travail, mais associé à l'évolution de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.